Horizon Midi soit avec vous, mesdames et messieurs. Très heureux ce matin de vous retrouver dans le cadre de cette autre livraison, la deuxième du genre de cette semaine essentielle et exceptionnelle sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi entre 10h et 11h52 avec les médecins de l'information qui ce matin choisissent encore de répondre présent à l'appel de leur devoir, le devoir d'informer, le devoir d'éduquer, le devoir de sensibiliser tout en respectant bien évidemment l'éthique et même la déontologie qui encadre le métier du journaliste. Au Cameroun, on ne les présente plus. Il nous vient tout droit, lui, de la Sanaga maritime, dans la région du littoral, Andom précisément, si vous le voulez. Julio Arcel Job répond favorablement présent à l'appel de son devoir. Il aura cette lourde responsabilité de jeter son regard analytique et même critique sur l'ensemble des thématiques qui encore, ce matin, lui seront déposées sur la table. Face à lui, Bertrand Bika, il est connu pour ses prises de position d'un autre genre et son analyse assez particulière. Il aura lui également la lourde responsabilité de porter son regard aussi critique sur l'ensemble de ces thématiques qui ce matin font parler justement d'elle dans les choux-gras de la presse au Cameroun. Pour ces dernières 24 heures, on entrera à plein fouet pour parler justement de cette autre actualité qui se vit du côté de la mairie de la ville de Yaoundé. Le maire de la ville qui exige une somme assez importante, 100 milliards de francs CFA pour la gestion efficace des ordures et même des routes dans notre Cameroun, dans notre ville, notamment la capitale politique ici même à Yaoundé. Comment comprendre une telle posture quand on sait que les nids de poules continuent d'interroger la quiétude de plusieurs Camerounais? On en parle en sujet d'entrée. Permettez-moi tour à tour de les accueillir tout en vous exprimant mon entière reconnaissance justement. Je suis Romaric Mouafo pour conduire les échanges ce matin. Bertrand Bika, je vous dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Romaric Mouafo, bonjour à Julio Arcel Job, bonjour à tous ceux qui ce matin comprennent la peine de nous regarder. C'est un réel plaisir, un plaisir renouvelé tous les matins de retrouver ce public charmant, chaleureux, ce public qui ne cesse de nous motiver, de nous encourager par le caractère exponentiel de leur langue princesse de CPC au jour le jour. Nous sommes ravis de les retrouver ce matin. On leur souhaite de passer un excellent mardi et de passer du bon moment de télévision en notre compagnie ce matin encore au Mali Mafé. Merci beaucoup Bertrand Bika d'être sur le plateau ce matin. On vous sent un tout petit peu fatigué, c'est normal. Après une gestion efficace du plateau tour de table et même, j'ai failli dire du plateau Horizon Soir. Hier, vous êtes encore des nôtres ce matin à 10h. Merci d'être sur ce plateau. Julio Arcel Job, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Bertrand Bika, bonjour aux Camerounais qui nous renouvellent leur confiance ce matin. On a affaire à un sujet qui touche directement le quotidien des citoyens et principalement ceux résidant dans la capitale politique ici à Yaoundé. C'est un sujet extrêmement intéressant, quant à son choix également. Luc Messia Tangana qui réclame 100 milliards de francs CFA pour une gestion efficace des ordures et même les routes dans la capitale politique. Quel est, vous, le regard que vous pouvez d'entrée de jeu poser sur cette actualité? A priori, ça pourrait laisser croire que les montants sont gros. Quand on sait surtout... Ce n'est pas le cas, 100 milliards, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 100 millions. Ça ne représente absolument rien. Pour la collecte seulement des ordures? Ouais, laissez-moi développer, à moins que vous vouliez le faire à ma place. Allez-y. Voilà. Ça paraît gros parce qu'on sait qui les demande. Et celui qui les demande n'a pas fait grand-chose tout au long de son magistère. C'est là où il y a tout le problème. Mais 100 milliards pour gérer efficacement les ordures dans la ville de Yaoundé ne représente pas un coût aussi exorbitant qu'on peut le penser. Quand on sait combien des politiques de cette nature-là demandent l'argent. Figurez-vous que chaque jour, pour gérer efficacement les ordures dans une ville, il faut déployer les engins pour les ramasser. Ça implique d'avoir un camion qui les ramasse, ça implique, pour être beaucoup plus efficace, d'avoir des pelles chargeuses, en lieu et place des individus qui se tuent au travail avec des gants et toujours exposés à des risques d'intoxication. C'est encore le cas aujourd'hui. Par endroit, on voit les pelles chargeuses et les camions. Alors, laissez-moi vous faire une petite simulation. Il faut également du carburant. Naturellement. Qui dit déployer les engins, pas forcément de carburant. Et ces engins-là carburent pour des petits efforts au quotidien, 80 000 francs CFA. La mobilisation d'un engin, que ce soit pour la mairie, même quand la mairie a son engin, quand elle le mobilise ou démobilise, elle facture les services, revient pratiquement à 300 000 francs CFA. Le camion se loue à environ 150 000 francs CFA. Ça, c'est chaque jour. Vous voyez qu'au cours d'un mois,
cela s'est fait à pratiquement 50 endroits au cours d'une journée, eh bien, on peut revenir à des sommes extrêmement exagérées. Même si la mairie venait avoir ses propres engins, on demanderait juste de mettre le carburant, il faudrait tenir compte du taux d'amortissement. Tout ça entre en compte lorsqu'on sait qu'on a des managers efficaces. Je dis que ça pose un problème, je suis d'accord avec vous. Ça paraît exorbitant quand on sait qui les demande et pour quelle efficacité. Le maire de Yaoundé n'a pas brillé par de quelconque qualité de manager au service des citoyens de la ville de Yaoundé, c'est vrai, ça c'est une vérité, c'est un secret de polichinelle. C'est pas un maire qui a été particulièrement vu tout au long de son magistère, c'est pas un maire qui a posé des actions comme celui qui l'a précédé. Donc, je peux comprendre l'indignation des Camerounais, moi-même je m'en indigne d'ailleurs, et ça il faut le noter. Encore qu'on ne sait pas exactement ce qu'il met dans une politique efficace de gestion de ces ordures-là. Est-ce à dire qu'il ramasse juste pour s'en débarrasser dans une décharge, ou alors ça dit qu'il respecte tout le processus, toute la chaîne, en créant clairement une chaîne de valeur au bout du processus? C'est des questions qu'il faut se poser en fait. Mais je veux vous dire que pour une gestion efficace, d'ailleurs, je vais peut-être l'occasion de revenir dans une autre prise de parole pour mieux vous expliquer ce que j'entends par là. Pour une réelle politique efficace de gestion des ordures, ça implique le début du processus qui est le ramassage jusqu'aux produits dérivés de ceci, donc le recyclage des ordures. La transformation. Et dans ce cas-là, croyez-moi, 100 milliards pourraient être justifiés, mais, comme je le dis, le problème demeure au niveau de qui les demande, pour quelle utilité efficacement. Et quand on sait que c'est Luc Messi, ben écoutez, on ne peut penser qu'il est dans une blague terrible. Avez-vous l'impression que cette justification, effectivement, peut convaincre les Camerounais, quand vous-même, vous ne cessez de convoquer ici des échecs antécédents, est-ce qu'on peut rassurer les Camerounais de ce que les 100 milliards sont effectivement là pour la collecte et tout ce que vous avez, le processus justement de l'emploi? Non. Non, il est difficile de convaincre les Camerounais. Encore que quand je parlais de gestion efficace des ordures, de la collecte au traitement final, il pourrait, on l'a souvent évoqué sur ce plateau, mettre sur pied quelques petits challenges au niveau même des ménages, quant à la qualité de la collecte, trier les ordures. Il mettrait donc à disposition de certains ménages plusieurs types de bacs à ordures réservés à tel type de déchets, à tel autre type de déchets, que la collecte serait beaucoup plus facile. On n'aurait donc pas à avoir des carrefours inondés d'ordures, on n'aurait pas à déployer les pelles dans les rues. Je vous dis que pour une politique bien pensée, dans un pays bien pensé, tenant compte bien sûr de l'urbanisation et de l'urbanisme, ce serait le béaba, quoi. Ce serait facile à expliquer. Mais dans le cas actuel de Yaoundé, dans sa situation actuelle, avec qui j'ai la ville de Yaoundé et les populations de Yaoundé, compte tenu de ce qu'elles vivent, avec ces ordures-là, ce sera une pilule très difficile à avaler, presque impossible à avaler. Non, Luc Messi ne peut pas justifier dans le Cameroun aujourd'hui qu'il nous faut 100 milliards de francs CFA pour quitter les ordures. Il ne peut pas le justifier. Les Camerounais ne l'entendent pas d'une très bonne oreille. Par contre, s'il advenait à la tête de cette institution-là notre manager qui donne les espoirs des jeunes, des comme ici que je vois avec le vent en poupe, croyez-moi, ça serait plutôt un très bon début. 100 milliards, c'est pas si exagéré pour gérer les ordures dans une ville comme Yaoundé. D'accord. On a juste les mains feignants. Peut-être pas les mains feignants. Mais Bertrand Bika, c'est quand même veut dire qu'ils ne font rien en fait. D'accord. C'est quand même un chiffre un chiffre magique pour les Camerounais dans un contexte sociopolitique comme le nôtre, ou un politique qui a brillé par des échecs aussi absolus comme Luc Messi à Tangana. Ce n'est pas nous qui l'affirmons sur ce plateau. Les thèses sociopolitiques, les acteurs de la société civile ont longtemps décrié la manie avec laquelle Luc Messi à Tangana gère les ordures dans notre ville, la capitale politique Yaoundé. Aujourd'hui, il est en pleine réclamation de 100 milliards de francs CFA. La société en charge de cette collecte, notamment Isacam, a été, je vais dire, mis de côté au profit d'une entreprise dont je vais taire le nom ici et à qui de droit, on le sait. Vous, quel est le regard que vous avez quand même d'une telle actualité? Non, il faut dire que 100 milliards, c'est énorme. C'est qu'on se voit que c'est très énorme. 1 milliard, c'est 1000 millions. Tout à fait. Quand on puisse le savoir. C'est pas comme si Emile Messi part de zéro, comme s'il n'a pas d'argent. Et 100 milliards, c'est 100 000 millions? Oui, il dit que c'est pas comme si Emile Messi part de zéro, où il n'a pas de camion, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il doit tout acheter au matériel, recruter une équipe, payer. Non. La communauté urbaine et ses à côté, ses adjuvants ont un matériel sanitaire, un matériel de collecte d'ordures qu'on connaît, qui existe, qui est dans les villes.
ils ont un personnel qui est là, qui existe, qui sont payés par soit la communauté urbaine, soit par les sociétés partenaires, Isaac et Tchoff, c'est pas ceux qui sont là, qui travaillent. On voit leur travail au quotidien. Isaac s'est pris un moment parce que les traites de l'État n'étaient plus payées. Et même ces traites n'avoisinaient pas le milliard. Il faut que 250, 300 millions, pas le milliard. Donc il faut être comme tout pour regarder. Isaac a géré les déchets de toute la ville de Yaoundé pendant des années, mais il réclamait à l'État les 250, 300 millions pour gérer leur personnel. Non, jamais que l'État doit 1 milliard ou 2 milliards. Jamais, jamais. Nous atteignons ce montant en termes de dette vis-à-vis de l'État. Ça veut dire que Isaac a atteint un niveau... Un certain seuil. De qui n'avoisinait pas le milliard. De traitement de données, de déchets qui faisaient en sorte qu'il tournait l'État, il devait, mais l'État ne devait pas les milliards. Quand ce monsieur donnait 100 milliards de francs CFA, il veut faire quoi avec 100 milliards de francs CFA? Aujourd'hui, d'accord, c'est que si ces 100 milliards visent à créer une chaîne de valeur, là on comprend qu'on était traité, transformé, on sent que la poubelle, les ordures c'est de l'or, on comprend. Si vous seulement ramasser les ordures dans la ville et aller jeter dans un endroit, vous faites quoi 100 milliards? Il va acheter un camion, il va acheter les grilles, il va acheter quoi? Il veut faire quoi 100 milliards? Ici, je veux que payer le personnel de la communauté urbaine qui travaille là, ou des agences partenaires qui travaillent. C'est 100 milliards qu'il faut pour les payer. Non, il faut qu'on arrête ça. Ils sont seulement dans une logique de prévarication. Est-ce que les frais de fonctionnement justement de la mairie sont inclus dans ce budget selon vous? Non, je ne pense même pas. D'accord. Et même si c'était inclus, c'est toujours exorbitant. Je ne suis pas sûr que la communauté urbaine de Yaoundé, même à 100 milliards pour fonctionner. Le budget Pour fonctionner. La communauté urbaine de Yaoundé, avec au moins 1000 services en interne qui doivent même pas 100 milliards pour fonctionner. 100 milliards, c'est non, il faut le dire comme ça. Il faut le dire comme ça de but à blanc. On ne peut pas dans un pays où chacun estime qu'il peut se positionner en véritable gourou, véritable prévaricateur de fonds publics. Ils ouvrent des ventes, des espaces où volent l'argent du contribuable. Il faut le dire comme ça de manière claire. Lorsque quelqu'un pose une telle demande, surtout dans un contexte comme ce que vous dites, je ne peux pas reconnaître ce politique qui est assez précaire, comme le contexte économique est pas difficile qu'il y a ce moment au Cameroun, ça veut dire qu'on est même un anti-patriote, ça veut dire qu'on veut se positionner dans le sens de, comment dire, de préserver ses acquis au cas où il ne sera plus là. Il faut dire, mais il faut dire quand même que s'il y a une chose caractérise le délégué, c'est son incompétence notoire. L'ancien dérèglement l'a fait savoir un jour que ce monsieur il est tellement incompétent qu'il va pouvoir le soutenir après. Tous les Camerounais sont unanimes, c'est un monsieur qui est venu désacraliser cette fonction. Il ne connaît rien là-bas. Il n'était pas à sa place, il ne devait pas être là. Et c'est même pas aujourd'hui qu'il va pouvoir se rattraper. Il faut que toute proportion gardée, que les Camerounais soient véritablement lucides et que les dirigeants soient lucides. Le problème de traitement des ordures ménagères doit pouvoir changer de paradigme. On t'a quoi ici hier avec Steve Senghounou qui nous a fait un témoignage. Ils ont assisté à une réunion préparatoire du Forum national des ordures ménagères à Yaoundé. Les ordures. Le forum qui est organisé par le ministère de l'Habitat. En présence du gouverneur, où il y a des opérateurs économiques camerounais qui disaient au gouverneur qu'ils ont souvent des autorisations pour travailler les ordures parce que ces ordures ont un potentiel financier énorme. Ils avaient des projets bien structurés, des projets innovants, mais qui ne trouvaient pas l'accès au financement et l'accès même aux autorisations nécessaires pour y travailler. On peut même pas avoir des alternatives comme ça crédibles qui existent et on continue à aller vers des anciennes méthodes inutiles qui ne servent à rien, qui visent seulement à nous confronter financièrement. Il faut qu'on soit quand même assez responsable dans ce pays. C'est cette gouvernance kafkaïenne qu'on dénonce de tous nos voeux, tout le temps sur ce plateau et partout ailleurs. Les temps, ça change. Il y a les Camerounais qui ont des projets, le biogaz, il y a le recyclage, il y a beaucoup de projets qui peuvent être issus. Les Camerounais les ont en main quand ils ne sont pas à travail, quand ils veulent seulement qu'on leur donne ces ordures en traitance, en sous-traitance, c'est pas quoi. Ils peuvent travailler et eux, ils vont faire de ces ordures de véritables richesses.
Ça veut dire que Émile Messi n'a rien à faire 100 milliards. Voilà, Émile Messi n'a rien à faire avec 100 milliards qu'il appelle ces Camerounais qui eux, ont des projets porteurs et qui donnent à ces projets, à ces Camerounais des agréments qui leur permettent de travailler au contact des ordures tous les jours et ça va changer, ça va même faire en sorte qu'il n'ait même pas besoin d'avoir un franc pour ces ordures. Mais comme c'est une niche financière qu'on risque d'enlever, il ne peut pas pouvoir le faire, il veut prendre 100 milliards pour caporaliser encore les choses cet argent. Jules Arcel-Job, est-ce que ce n'est pas quand même la reconnaissance de l'échec municipal, j'ai envie de le dire comme ça, dans la capitale politique, parce qu'il y a quelques mairies d'arrondissement qui brillent quand même par certains prouesses, par certaines réalisations salutaires, d'autres par contre brillent par une incompétence notoire. Si vous le voulez bien, si vous en avez convenance, on peut les citer ici sur ce plateau. Est-ce que si le père des maires brille justement par une telle attitude, n'est-ce pas de facto une reconnaissance de l'échec municipal dans la capitale politique? Est-ce qu'on a besoin d'annonce, besoin de 100 milliards pour constater que Luc Messi a échoué? Non. Même mon fils, le dernier, il sait que le maire de Yaoundé n'a pas les compétences pour gérer une ville comme la nôtre. Donc, ça, c'est un fait. Peut-être il se dit même qu'il n'existe pas. Voilà. Maintenant, parce que justement, pour revenir peut-être un petit correctif sur les chiffres avancés par Bertrand, quand il parle de 200 millions de dettes de l'État vis-à-vis d'Isacam, c'est parfois des traites mensuelles. Les traites mensuelles, Isacam aujourd'hui proclame à l'État du Cameroun exactement 7,7 milliards de francs CFA d'impayés après tous les efforts que l'État a essayé de dégager. Donc c'était parfois beaucoup d'argent. Le traitement des ordures, ça il faut le dire, ça coûte cher lorsqu'on pense des procédures politiques efficaces. Je suis d'accord avec Bertrand que ça est seulement de collecter. Ramasser pour aller déposer, ça ne peut pas exiger 100 milliards de francs CFA. Mais comme on ne connaît pas le fond de son projet, on peut néanmoins tenter de faire quelques simulations d'un projet efficace, du moins d'un projet d'une gestion efficace des ordures dans la ville de Yaoundé. Naturellement, on pourrait penser que c'est peut-être structuré en 3 étapes. La première étant purement et simplement la collecte, comme cela se dit. Et la collecte, elle aurait des sous-étapes. Ça commence dans les ménages. Dans les ménages, on disparaît dans le matériel nécessaire, comme je disais d'entrée du jeu, pour pouvoir collecter efficacement en séparant différents types de déchets. Dès les ménages, ça pourrait être une politique efficace. Ensuite, on pourrait parler naturellement de la sensibilisation, parce que c'est également un pôle important dans la gestion efficace des ordures ménagères. Il faut pouvoir sensibiliser les populations à travers les leaders d'opinion, les chefs de quartier et autres, pour qu'à ce niveau-là, chaque citoyen comprenne que l'ordure, c'est de l'or, comme Bertrand Bika l'a dit. Après, on pourrait éventuellement parler des transports, mais cette fois-ci vers les zones, des nouvelles zones de dépôts créées. On pourrait en créer. Je vous rappelle quand même que chaque zone de dépôt créée, l'État les facture généralement entre 1,5 milliard et 3 millions. Vous voyez qu'à toutes les étapes de ce processus, c'est d'énormes budgets qui sont avancés, d'énormes sommes qui sont toujours avancées. Pour créer un dépôt quelque part, et une décharge, l'État facture cela dans un mercurial entre 1,5 milliard et 3 millions. Donc vous voyez que dans Yaoundé, il en faut beaucoup, mais avec une gestion efficace dès la base, c'est-à-dire dans les ménages, on pourra alléger les coûts. Et on ne peut pas non plus ignorer le désir d'augmenter quand même le parc automobile des sociétés en charge de cela, Isacam, Outiklof, tout ce que vous voulez. On ne peut pas ignorer qu'il y a un désir réel d'augmenter le parc automobile et non pas assez de voitures. Ça peut paraître fou de le dire, mais en fait, il n'y en a pas assez pour gérer une ville comme Yaoundé. Donc, si ces politiques étaient gérées par des hommes visionnaires, efficaces dans le travail, c'est vrai, 500 milliards dans un pays pauvre, ça reste toujours beaucoup d'argent quand on sait que le besoin, selon certains experts, en fait, dont Bertrand évoquait, ces particuliers qui demandent juste un peu d'argent, quand vous sommez leurs différents efforts, parce que personne ne s'aventure dans une politique de gestion totalitaire de la ville. Ils veulent dépendre de la société, c'est-à-dire par commune par commune. Vous vous rendez bien compte, quand on fait tout cela, d'après une étude récente, on est toujours dans un besoin estimé à peu près à 37,5 milliards par an pour gérer efficacement ces ordures-là. Donc, 100 milliards, oui, ça peut paraître énorme, même quand on intègre la chaîne de valeur. Peut-être la taille de la chaîne de valeur pourrait justifier cela, mais qui est-ce qui peut nous faire rêver d'une chaîne de valeur d'une certaine taille qui mérite 100 milliards? Qui est Luc Messi? Absolument pas. Donc vous voyez que d'une manière ou d'une autre, c'est clair qu'on s'accorde tous sur un fait, c'est que c'est énorme. Parce que l'homme qui les demande d'être ne nous a pas donné des garanties de croire en lui sur quoi que ce soit. Mais si on nous faisait naturellement intégrer dans ce circuit-là des hommes visionnaires, même des particuliers que vous mentionniez tout à l'heure, même des nombres de je ne sais pas moi, 20 ou 25,
c'est-à-dire à peu près 4 par commune sur les 7, on pourrait avoir des ordures efficacement gérées dans nos différentes communes. Parce que si on les confirme à ces particuliers, on prend un quartier, on donne ce que j'ai. Il pourrait connaître un échec cuisant. Quand on est de l'extérieur et qu'on a des données théoriques, on pense maîtriser l'ensemble de la technostructure du sujet en question. Mais quand on est face au problème, face à la réalité, qu'à la vérité, on n'a pas toutes les réponses aux questions. Donc, pour des choses comme ça, je ne prendrais pas le risque de confier à un particulier ou deux. Non, je prendrais le risque de confier peut-être par arrondissement à 7 ou 8 d'un coup, pour être sûr que les ordures soient finalement un problème derrière nous, dans la ville de Yaoundé. Alors, fléau. Vous savez donc être unanime sur le fait que Luc Messi à Tangana là-dessus, il n'y a pas le moins de doute. A échoué. Non, il a échoué. Il 100 milliards, lui qui demande 100 milliards, c'est énorme. On s'accorde là-dessus. D'accord. Oui, tu prends Luc Messi, c'est énorme. Alors, essayons de catégoriser cet échec-là, si vous le voulez. Bertrand Bika, a-t-il pénalement échoué, politiquement échoué, ou même encore les deux combinés? Bon, maintenant, après votre réponse, quelles sont les mesures que doivent prendre les institutions en charge justement de ce genre de questions? Doit-il être entendu? Qu'est-ce que vous pensez justement comme mesure à prendre face à une telle situation? Bon, pénalement échoué, nous ne sommes pas procureurs pour pouvoir ouvrir un dossier pénal, sur lui pour savoir si effectivement il aurait été convaincu de distraction de fonds, même si on peut aisément soupçonner cela lorsqu'on voit quand même des montants énormes qui sont quand même usités au niveau de sa structure, et on voit bien qu'il y a un piètre de sa structure. On peut bien sûr qu'il doit avoir une gabegie financière certaine, mais on peut quand même dire avec certitude que c'est un piètre manager. Ça ne souffre de rien du tout dans sa gestion. La gestion est piètre, elle est nulle. La gestion est chaotique. Sa gestion est même villageoise, elle ne sert à rien. Ça, on veut dire, c'est être vrai, c'est être modeste lorsqu'on devrait être clair. Missa Tangana est l'un des pires, sinon le pire c'est maire de la ville, mais des on va dire comme ça, le pire que le Cameroun est connu, parce qu'il n'y a même pas un autre nul comme lui. Parce que les autres même travaillent un peu mieux dans leur ville. Si vous avez vu un monsieur dynamique, un monsieur qui a quand même été un lampion dans ce domaine, sortir et dire que son poulain est quasiment très inutile dans cette fonction, pour comprendre qu'il atteint les abysses de la nullité. Il a même promis que s'il continue comme ça, il ne va pas peser tout son poids pour qu'il revienne à son poste-là. Lui-même sait qu'à la veille des élections, comme ça vient, on a tendance à lancer les régionales, les consoles qui arrivent. Il risque de ne plus être là. Ça veut même dire que c'est un sursaut pour prendre un dernier 100 milliards et partir les 100 milliards là. On ne sait jamais ce qu'il nous fera ça. Je pense que même si jamais son projet est porteur, qu'on atteigne, donc on enlève de là. Qu'il parte de là. Et lorsqu'il ira de là, il ira. Qu'on voit ici qui va venir quand même pour adresser des possibilités plus pertinentes dans ce domaine. Donc de manière administrative, de manière pénale, on ne peut pas se prononcer de manière administrative. Même l'aveugle voit qu'il a brillé par une médiocrité à une autre pareille à ce poste. Et que ce n'est pas demain la veille qui risque de changer ou qu'il va changer. Voilà peut-être pourquoi je veux faire bien de convoquer le caractère crédit, le caractère confiance. Au Cameroun n'a aucune confiance à ce monsieur. Même s'il demandait 1000 francs, on va dire qu'il n'a pas le droit de prendre 1000 francs. Il ne sait rien que ce monsieur prenne 1000 francs. Il ne va rien faire avec ça. 100 milliards, imaginez-vous alors. On voit seulement un gouffre financier. On voit seulement un appel de balle pour, on va dire comme ça, voler l'argent de l'État sans pouvoir rien faire parce que les budgets déjà usités là-bas sur les normes ne l'ont pas permis de briller de manière magistrale par un travail qui honore les Camerounais yaoundéens, qui les rend fiers. Si vous n'avez les Camerounais parce qu'il était très dur, mais tout le monde était unanime. Ils travaillaient bien. C'était un mal pour un bien. Même quand vous faisiez mal dans votre chair, vous vous rendiez compte après que ce qui vous a fait subir était pour le bien de la société. Il est à vous arriver, ce monsieur, et trouve Isaac avec un problème qu'il faut seulement adresser avec parcimonie. Isaac, j'irai aujourd'hui dans la ville de Yaoundé et dans tout le Cameroun entier, on voit avec maestria, ils avaient des problèmes de pénalité. Ils estiment que
pour résoudre un problème factuel, il faut créer un autre problème. Ça veut dire créer une autre société qui doit collecter les ordures. On est bien seulement Isaac comme son agent qui a l'expertise, qui a le matériel, qui a déjà la routine. Ils prennent de quelqu'un d'autre pour créer maintenant deux problèmes à gérer. Ça montre d'abord que c'est une gouvernance kafkaïenne. Un tout petit peu bizarre. Jules Arseldjob, l'attribution des marchés, vous avez l'impression que l'appel d'offres se fait ici avec beaucoup de transparence, ou alors on assiste ici à une attribution de marché direct pour satisfaire également ses besoins, pas ses besoins, mais satisfaire justement ses poches personnelles. Sur quel pan est-ce qu'on devrait se pencher pour rassurer les Camerounais de ce que ce marché clairement a suivi son cours normal pour être attribué à qui de droit? Alors, l'attribution des marchés publics au Cameroun respecte un certain carnivat. Il n'y a pas d'accident à ce niveau. Il y a les marchés qui sont attribués de gré à gré. Avec l'autorisation du ministre, ils peuvent dépasser le cap des 4 900 000. Quand le maître d'ouvrage, qui est le maire, peut être le maire de l'arrondissement ou le maire de ville, estime que pour des besoins techniques et un contrôle accentué visant à réaliser un ouvrage de qualité, il fait demande au ministère en charge, parfois ça s'appelle le ministère des marchés publics, en copie à l'agence de régulation des marchés publics, RMP, leur demandant de lui donner l'autorisation de passer le marché de gré à gré. Parfois, ça peut être même des sommes vertigineuses. Et dans certains cas, les ministres comprennent, le ministre comprend et lui donne l'autorisation de passer ce marché-là de gré à gré pour qu'il puisse bien être exécuté et surtout que la qualité de l'ouvrage soit au rendez-vous. Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, c'est toujours le gré à gré, mais pour des marchés de moins de 5 millions, dont on appelle les 4-9. Eux, ils sont octroyés de gré à gré, pas besoin d'appel d'offres. Maintenant, vous parliez d'appel d'offres. Sur le cas des appels d'offres, eh bien, lorsque la mairie sort ses projets maturés, il peut arriver que les différents ministères sollicités, incluant leurs projets, les valident et donc les fassent rentrer dans le livre des marchés pour l'année en cours, l'année d'exercice en cours, l'année budgétaire en cours. Dans ce cas-là, il est renvoyé au niveau de la mairie, dont le maire est le maître d'ouvrage, une liste des projets retenus pour l'année en cours. Pour les faire exécuter, on ne lui envoie pas de l'argent, on lui envoie des lignes, un soupçon d'argent, un argent reconnu mais payable plus tard. On demande donc dans ce cas au maire de lancer des appels d'offres relatifs à ces marchés. Le maire travaille avec une commission locale qu'on appelle la commission de passation, la commission de dépouillement de ces marchés-là. Donc, il a émis ce qu'on appelle les dossiers d'appel d'offres. Les soumissionnaires achètent ces dossiers d'appel d'offres selon le montant fixé par dossier, selon sa pertinence et son coût. Une fois que vous avez acheté le dossier d'appel d'offres, vous, soumissionnaire, vous étudiez ce que prévoit le marché et éventuellement, vous faites des offres. Il y a l'offre technique, il y a l'offre administrative qui correspond à l'ensemble des pièces légales à fournir pour exécuter un marché, dont le dossier fiscal, et il y a finalement l'offre financière. L'essentiel ici, même si les trois autres sont essentiels, c'est que ça se joue souvent au niveau de l'offre financière. L'État vous dit construction de 2 salles de classe, 16 millions de francs CFA. Toutes taxes comprises. Vous proposez à l'État de pouvoir les construire avec 14 millions de francs CFA. Un autre propose de les construire avec 13 500 000. Puis un autre propose de les construire avec 10 millions. Dans ce cas, on fout dans l'offre technique. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit qu'il peut construire cette classe avec 10 millions alors que l'État dit que c'est 16 millions? Est-ce qu'il a des références techniques nécessaires? Deuxième étude. Lorsqu'on voit qu'il a des références et qu'il a déjà fait cela et que ses ouvrages mettent long à ce prix-là, on va dans l'offre financière, l'offre administrative. Est-ce que ces pièces sont à jour? On vérifie tout ce processus-là. Et ça se vérifie en commission. Donc, pour tripatouiller l'attribution des marchés publics, très souvent, il faut avoir avec soi, parce que c'est le maître d'ouvrage, le maire qui finalement attribue le marché, mais à l'issue des travaux de la commission, qui classe les soumissionnaires par ordre. 1, 2 et 3. Il faut rappeler que le maire n'a pas l'obligation de respecter l'ordre classé par la commission.
quand on a dit 1, 2 et 3, le maire peut prendre le troisième s'il estime que c'est naturellement celui qui pense qu'il peut conduire les travaux. Donc, quand vous entendez qu'il y a faux au niveau de l'attribution des marchés, il faut que le maire soit en complicité avec la commission, non le président de la commission. C'est pour ça qu'il y a une pratique qui est devenue courante dans le processus de passation de marché, c'est que lorsque vous voulez soumissionner, on vous dit donnez la part de la commission qui est peut-être 5%, réservez la part du maître d'ouvrage qui est peut-être 10%. Dans un marché, seulement à l'étape de soumissionnement, vous perdez déjà une valeur de 15% de ce marché à l'origine. Vous voyez que tous ces mécanismes-là, lorsqu'ils sont, parce que le processus est bien pensé à la base, il faut noter que lorsque vous avez été classé parmi le premier, le deuxième, le troisième, que vous avez les arguments de droit avec vous, les arguments techniques avec vous. Lorsque le marché pour lequel vous soumissionnez est attribué à quelqu'un d'autre et que vous pensez qu'il est moins méritant que vous soumissionnez, vous avez le droit de l'attaquer en justice, d'attaquer le maître d'ouvrage en justice. Dans ces cas-là, il y a pu soumissionner entre autres BG Frais qui ont souvent gagné des marchés comme ça par procès administratif. Donc, lorsque vous ne maîtrisez pas très bien le processus, vous pouvez être victime du tripatouillage. Lorsque vous le maîtrisez bien, même quand le maire a attribué un marché et que c'est devenu, on vient de donner la lettre commande. Il est possible que vous attaquez cette lettre commande-là si vous avez de meilleures références et un meilleur prix et que le marché, vous voyez attribuer le marché à l'issue d'un procès. Donc, Romari, il y a du faux certes, mais le mécanisme a été très bien pensé à la base. Donc, pour contourner ces mécanismes-là, les maîtres d'ouvrage sont un peu prudents. Ils s'attachent les faveurs de toute la commission. Entre eux, ils décident de qui gagne tel marché, qui gagne tel autre. Ils s'arrangent peut-être à éliminer tel autre à l'étape même de la soumission en ne vendant pas le dossier d'appel d'offres ou peut-être en rendant le receveur municipal indisponible pour vendre le dossier d'appel d'offres pendant tous les jours qui précèdent le délai de dépôt de ce dossier-là. Et le maître réapparaît le jour du dépôt, heureusement, après 10 heures, le délai de dépôt très souvent, c'est le jour dit à 10 heures. Vous voyez qu'il y a plus de mécanisme d'éviction. Comment expliquer, comment comprendre justement le lien, comment donc comprendre le lien entre les résultats peu satisfaisants justement sur le terrain et puis ces sommes, cette somme ambitieuse justement, comment comprendre ces liens? Question hyper pertinente. Il faut noter que lorsque vous avez laissé quand même à l'étape primaire, embryonnaire, de la soumission des marchés, à peu près 15%, parce que 5% pour la commission aujourd'hui, 10% pour le maître d'ouvrage, il est clair que scientifiquement, sur le principe de capitalisme, vous avez envie de récupérer vos 15% quelque part. Ça ne s'arrête pas à ce niveau. Il y a l'exécution, c'est vrai qu'il y a de très bonnes marges là-dedans, mais il faut bien comprendre que comme l'État ne met pas l'argent avant, il comprend bien qu'il faut laisser d'énormes marges parce que vous payez de l'argent, vous achetez de l'argent pour réaliser votre ouvrage. Vous en tant que maître d'ouvrage non soumissionnaire, vous en tant que celui qui réalise, donc soumissionnaire, l'entreprise à laquelle on a vu le marché. Il faut noter clairement que vous n'avez pas à l'origine l'argent là. L'État sait que vous le prenez soit à la banque, soit dans les tontines et autres, et que cela implique un coût énorme. Donc, vous avez certaines marges, mais quand vous êtes déjà à fond dans votre marge, entre payer le maire, payer la commission, payer de l'argent pour travailler, et puis payer maintenant pour récupérer votre argent dans le paiement, parce que ça se paye à tous les niveaux. Vous payez à l'origine pour avoir le marché, vous payez de l'argent pour l'exécuter, et vous payez de l'argent pour être payé pour un travail que vous avez réalisé ici au niveau des petits aguicheurs là, trésor, finance et autres. Ça se paye. C'est des pratiques qu'il faut dénoncer aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, Romaric, oui, le lien, il y a que vous laissez trop de plumes pendant le processus et que vous avez envie de les récupérer parce qu'il faut absolument que vous rentrez au moins dans votre capital et que vous fassiez une petite marge de bénéfice qui justifie le temps mis sur ce projet-là. Il y a trop d'argent à laisser et donc, du coup, par mécanisme de capitalisme, il faut le récupérer. Du coup, ça donne la mauvaise qualité, soit de l'exécution, soit la prestation dans l'exécution, soit les travaux inachevés, mais le maire a l'obligation de signer votre procès verbal de réception provisoire ou technique, parce qu'il a perçu, il faut noter que dans ce processus, il y a également l'ingénieur du marché qui est souvent le délégué départemental pour des marchés passés au niveau des arrondissements, des marchés publics. Très souvent là-bas également, il y a l'ingénieur de suivi, donc trop de processus des personnes à qui il faut donner de l'argent à chaque étape. Parce que pour que le marché entre en exercice, pour commencer à réaliser le marché, il faut faire ce qu'on appelle le calage de quantité sur le marché de base qui a été donné. À ce niveau, le département vous taxe sa part. Que bon, ok, pour qu'on te facilite le calage, il faut donner tel montant. Vous donnez. À chaque étape, vous laissez de l'argent. Oui, dans l'exécution, vous êtes contraint parce que vous avez laissé trop d'argent d'économiser des sommes parce que vous savez que vous avez loué vraiment l'argent à la banque ou dans les tontines pour pouvoir rentrer au moins dans votre fait, faire un petit bénéfice pour être sûr que ça correspond au temps que vous avez passé sur ce chantier-là. Donc, trop de raquetage sur le processus, ce qui justifie la mauvaise qualité de réalisation de presque tous les ouvrages qu'on a aujourd'hui. Alors, Bertrand Bika, ça me permet également de vous relancer sur cette question au regard des explications assez
objective, un peu de pédagogie sur le plateau par Julio Axel Job, on comprend ici que les calculs sont beaucoup plus nombrilistes. Aujourd'hui, face à une telle situation, est-ce qu'il y a une possibilité pour nos institutions de nationaliser, de municipaliser, si vous voulez, la collecte efficace des ordures pour empêcher justement le règne d'un climat où le partage n'est que le quotidien de ces figures justement qui font partie de la chaîne? Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est parce que les ordures gérées par l'État central à travers un contenu décentralisé tel que les mairies des villes. Tout à fait. On a ce problème. Tout à fait. Ils doivent plutôt décentraliser le secteur des ordures. Ils doivent s'affranchir. C'est un qualificatif quand même qui est sur la table depuis quelques décennies aujourd'hui, la décentralisation, mais qui tarde encore véritablement à trouver tout son sens. S'affranchir de ça. Le maire d'Abidjan n'a rien à faire avec le nez dans les poubelles. Il n'a rien à faire là-bas avec les poubelles. Il a besoin de laisser les experts en gestion d'ordures gérer les ordures, voir comment ces ordures qui représentent pour nous des déchets sont transformés en véritable valeur ajoutée. Il n'a pas cette expertise. Le rôle de l'État, c'est de trouver le cadre normatif et d'accompagner ces gens-là pour que ça essaye de marcher. C'est l'omniprésence de l'État dans tous les secteurs d'activité. Le fait que nous sommes dans un État décentralisé, hyper centralisé, qui fait en sorte qu'on ait tous ces problèmes. On ne laisse pas les acteurs se mouvoir dans leur véritable génie, leur véritable potentiel. On laisse les gens mourir de leur belle mort avec leurs beaux projets. C'est ça le problème qu'on a ici de Maïtel. Le problème, ce n'est pas de donner les décharges aux communes. Les communes, les mêmes tavoirs. Vous prenez une mairie, vous donnez les milliards pour gérer les déchets dans la commune. Ils auront les mêmes tares. Ils vont toujours voler l'argent de ces déchets. Tous ces maires, ils sont stéréotypés de la même façon. Ils sont programmés pour voler d'abord et faire ce qu'on peut faire après. Tous c'est comme ça que le système est de manière claire. À la réalité, pour que les choses marchent dans ce pays, ces personnes doivent être très loin de l'argent. Ils doivent signer les documents de manière claire et laisser les véritables opérateurs être au contact de ces finances pour travailler avec un cahier de charge bien précis, un suivi bien précis qui va les obliger à travailler et les Camerounais vont se trouver satisfaits au bout du processus. C'est que le problème qui est ici. Le problème, c'est justement que l'État, dans sa manière de faire les choses, fait en sorte que, quel que soit ce que vous faites, tout commence par eux et ça finit véritablement par eux. Maintenant, les processus d'acquisition de marché, tout ça joue à l'AIT de manière claire. On sait bien que, quelles que soient les structures étatiques ici aujourd'hui, ils font ça de manière claire. Tous trouvent là des mécanismes d'enrichissement. Et c'est normal que si un opérateur laisse 100 millions par hasard dans le process d'acquisition de son marché, qu'il peut d'avoir ces 100 millions au départ, ça veut dire forcément il faut prendre quelque part, soit sur la qualité des travaux, la qualité du matériel, pour exemple mal payé, il faut prendre quelque part. On ne peut pas pour perdre. Ceux qui sont assis dans leur bureau, ont pris ça à ne rien faire, vous au moins, vous mettez de votre argent, de votre temps, de votre vie au travail. Il est important que vous le récupériez. Vous pas... Restons justement pour garder la parole avec Rabita. Dans le cas de cette gestion des ordures, c'est la première acte justement de cette thématique. Quel est le rôle du citoyen contribuable, Maître Rabita, dans le cadre de cette gestion efficace? Est-ce que le citoyen lambda n'a pas un rôle également à jouer pour faciliter la tâche à cette institution en charge de ce travail? Le citoyen a quel rôle à jouer? Je n'en sais rien. Le citoyen doit seulement s'assurer que son environnement est propre et que ses déchets soient propres pour que l'environnement global dans lequel ils sont soit propre. Et c'est à l'État de trouver des mécanismes de collecte de ces ordures. Si chaque citoyen commence à devenir un collecteur d'ordures, mais finalement, vous imaginez un peu. Si je me dis maintenant que je transforme derrière ma maison en poubelle, chacun le fait en poubelle pour collecter les ordures, on va vivre dans des sanctuaires terribles dans tous les quartiers. C'est clair. Il est important que dans la cohésion sociale, les devoirs régaliens de l'État restent à l'État. Maintenant, l'État
doit peut-être mettre des Camerounais, des leaders d'opinion, comme je l'ai dit tout à l'heure, à contribution pour dire peut-être aux citoyens la nécessité du tri en termes de traitement d'ordures. Pour dire peut-être chez vous, voilà peut-être des matières recyclables, voilà tel. Mettez peut-être dans des sachets différents parce que ça vous a fait telle chose. Mais même pour arriver à cette échelle de valeur, il faudrait qu'en amont, en aval, on sache déjà à quoi ces déchets vont véritablement servir. Donc un citoyen n'a aucun rôle à jouer des ordures, il a seulement apporté ses ordures et aller jeter ça dans un lieu précis, dans un lieu programmé, préparé par l'État du Cameroun pour qu'il jette et qu'il vienne à ce niveau collecter, partir, traiter. Le citoyen n'a rien à faire avec ça, maintenant sensibiliser peut-être sur le fait de garder son lieu d'habitation propre, oui, mais à part ça, on ne peut rien faire. Alors, Julien Arsène, est-ce qu'on ne peut pas convoquer à la suite de Bertrand Buka une sorte de menace épidémique ou épidermique, si vous voulez, assez imminente? Bertrand Buka essaie de nous faire comprendre que le contribuable, le citoyen contribuable doit se rassurer simplement de ce que son environnement soit déjà au beau fixe. Maintenant, les poubelles en route là-bas, vous vous battez du moment où les alentours de mon domicile sont déjà propres. Mais est-ce que tout cela qui passe, qui traverse quand même cette poubelle, quand on voit du côté de Bamongola, la poubelle qui partage déjà le trottoir et même la chaussée avec les populations, est-ce qu'il n'y a pas risque d'une menace épidermique justement? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait pas face à ces maladies? Convoquons ici la situation sanitaire. La vérité, c'est que si ces ordures-là pouvaient créer des épidermies, comme vous le dites, à l'échelle même locale, je pense qu'on serait morts depuis tous. Ah bon? On a juste la grâce que Dieu nous protège d'une manière... Est-ce qu'on va tout le temps convoquer Dieu dans les défaillances? C'est là où on en est. Que voulez-vous que je vous dise? Si Paul Biya lui-même, à l'occasion de son discours de politique générale, après sa prestation, seulement a convoqué Dieu par 2 reprises, ça veut dire qu'il reconnaît quelque part que nous, on a atteint un niveau où seul Dieu peut nous sauver, quelque part. Donc, Romaric, oui, permettez que je convoque Dieu, parce que sinon, comment les gens vivraient encore dans Yaoundé? Comment les gens seraient encore en vie et visiblement en santé dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est-à-dire entièrement couvert de poubelles. Vous allez à la boutique, vous traversez au moins 4 foyers de poubelles. Avec un pain que vous avez acheté qui est en main, emballé avec du papier, qui lui-même sort de je ne sais où. Non. C'est Dieu qui nous... Kirishi, que j'aime particulièrement. Je comprends que vous m'envoyez une balle réelle. Voilà, il se balade partout dans la ville avec sur la tête, il traverse des poubelles, les mouches qui s'y posent, Si vous ne voyez pas une main divine, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Mais sauf que c'est quand même une situation. Il y a un échec. C'est une situation qui finit par ne pas chasser certains investisseurs. Oui, bien sûr. Il y a quand même des commerçantes, justement, qui trouvent leur compte même devant les poubelles et qui s'en foutent même de ce que le consommateur... Mais pourquoi vous prenez les exemples? Il y a Coco ici en bas. Juste derrière, devant l'hôpital d'Ahala, devant un hôpital, il y a toute une poubelle devant un hôpital, à Béténé. Devant un hôpital, il y a toute une poubelle. Et à côté, il y a Maman Yango, il y a Coco, il y a Idriss de l'autre côté, qui font plutôt de très beaux chiffres à l'issue de chaque jour. Au mépris, justement. Au mépris de la santé. Non, c'est l'échantillon même net représentatif du Cameroun. Romaric, si on ne convoque pas ici une protection divine, que pensez-vous que ce soit concrètement? Il y a un échec cuisant des politiques sanitaires au Cameroun. Il y a un échec cuisant de la gestion des ordures qui induit de fait une politique, je veux dire un échec cuisant de l'aspect sanitaire. Et oui, vous avez raison en principe dans les normes. Ça, sans même que cela ne se discute, on devrait vivre chaque mois une pandémie au Cameroun liée à ces ordures-là. Quand ce n'est pas le choléra, ça devrait être autre chose. La sinusite, les ordures nous ont envahi, Romaric, tout à fait. Les ordures. Non, mais l'herpès, ce n'est pas l'ordure. On est envahi par les ordures. Ça, il faut le dire. Et ça implique des maladies. Les mouches qui de Bamako, là, ils viennent se poser sur votre bouteille de bière. Vous ne savez pas ce que ça a laissé là-dessus. Non, on est foutu, Romaric. C'est Dieu qui nous maintient en vie le temps qu'il peut. Lui-même, il craque à un moment donné, et du coup, 40 ans, les gens meurent, le Cameroun est fini. Parce que Dieu a craqué. Regardez les banderoles dans les carrefours aujourd'hui. 90, 88, 95, 2002. La population se décime. Et qu'est-ce que tue ces gens-là? Eh bien, c'est cette maladie qui résulte de ces ordures et qu'on voit partout.
à côté peut-être quelques infections sexuellement transmissibles qui, elles, tuent peut-être à long terme, mais celles-là liées aux ordures tuent immédiatement et c'est de ça qu'on meurt au quotidien. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire qu'il est préférable d'avoir une petite épaisse. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ah, d'accord. Maître Ambika, convoquons ici la situation routière en zone urbaine. Qui doit clairement faire quoi? On a vu quelques maires de la ville des villes, on a vu quelques maires d'arrondissement se plaindre de ce que ici ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas compétent pour verser, pour cimenter ces nids de poules. Allez vous plaindre à la mairie de la ville. On a vu des maires comme ça se plaindre justement lors d'une importante conférence que tenait Célestine Ketia-Cortès au sein de son département ministériel. Qui doit faire quoi en matière justement d'infrastructures routières en zone urbaine? Oui, mais vous savez bien qu'il y a des routes nationales, régionales et des routes locales. Il faut dire de manière simple que les maires, pour parler de manière prosaïque, c'est les routes du quartier. D'accord. Les maires, ce sont les routes du quartier. Ça veut dire que pour qu'un maire puisse agir dans sa localité, il doit venir entrer dans une route qui va desservir un quartier. Quand la route est déjà sur un prisme central national, ça dépend de la mairie de la ville, du ministère de l'Habitat. Et maintenant, quand c'est les routes nationales, c'est trop public. Il faut le dire comme ça de manière claire. Même dans les ordures, c'est pareil. C'est comme ça. Quand les ordures sont placées, les maires n'ont pas qualité. Les maires n'ont pas d'arrondissement. Et c'est ça le véritable problème. On ne peut pas être devant sa porte des ordures pour l'enlever. Il faudrait que quelqu'un vienne de Bastos pour enlever vos ordures. Ça n'a aucun sens. C'est vous qui sentez l'odeur tous les jours. C'est vous qui sentez l'urgence d'enlever ces ordures. Et ils n'ont pas de problème. Donc, ils vont prendre le temps. Puisqu'ils n'ont pas dans leur environnement les ordures, ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de mouches, ils n'ont pas de problème. C'est dans cette logique que quelqu'un a dit qu'il ne voyait pas d'ordures à Yaoundé. C'est pareil. Puisqu'on n'a pas cette logique. C'est donc ça le point qu'on dit qu'il faudrait que ces gens soient effectifs. Vraiment. Si on donne à chaque communauté la capacité au plein potentiel de se développer, de s'épanouir, de se projeter, les choses vont changer de manière claire. Ça veut dire qu'un maire qui passe dans une route, il voit un trou, il appelle les gars pour cimenter le trou. Il peut le faire. Mais c'est quoi aujourd'hui? Un maire voit bien comment il est de se gâter. Mais il ne peut même pas appeler un gars pour mettre un caillou. C'est un problème. Et on met ça, on me laissait quoi l'autre jour? Parce qu'en réalité, les marchés routiers sont des marchés qui sont spécifiques en termes de coûts financiers, en termes de cadrage qu'on sort. Si on vient arranger une route, un trou dans une route, aucun cadrage ne pourvoit ça. Il faudrait bien qu'une route puisse bien se dégrader pour que les cadrages en termes financiers, de marché public, d'appel d'offres, puissent entrer en jeu. Voilà pourquoi une route se gâte, parce que ça doit atteindre le niveau critique pour qu'on puisse déclencher les véritables mécanismes pour faire sortir véritablement l'argent des caisses de l'État. On ne peut pas admettre qu'un trou se pèse, si on vient mettre, on trouve un marché de 1 million pour une route, ça va les énerver. Ils mettent ça les énerve. Ils veulent que le milliard sorte. On me dit ça toujours, c'est ça les qui font là. Alors qu'en réalité, un maire va pouvoir se lever et dire, la route de Mokolbo comme ça est apaisée, allez vous fermer ces trous. On va lui dire que ne ferme pas le trou, laisse ça. Pour fermer le trou, là, il faudrait que l'ordre vienne d'en haut, du maire de la ville ou du ministre de l'Habitat. Et nous, là, on va vous dire que pour fermer le trou, c'est toute une procédure. Il faudrait qu'on enclenche un marché public pour aller fermer le trou. Et comme ce n'est qu'un trou, le trou peut être évalué à 100 000 non, c'est encore pas un argent, ça ne sert à rien. Il faudrait bien qu'on atteigne le seuil critique d'au moins 1 milliard de francs CFA. Alors, laisser la route se dégrader, se gâter. Quand ça va atteindre le seuil critique, on va engager un marché parce qu'on peut avoir toutes les rétro-commissions que je dois assister tout à l'heure. C'est ça, donc, le problème qui est au niveau du Cameroun de manière simple. Donc, ces maires, parfois, n'ont pas la capacité, n'ont pas la capacité de pouvoir agir de manière efficace et efficiente sur leur communauté. Ça, il faut le dire comme ça de manière claire. Et maintenant, vous allez voir les maires, qu'est-ce qu'on fait voir? Ils envoient les gars prendre les ordures dans les quartiers, les sous-quartiers, au moins pour amener ça sur les points de collecte pour que le maire de la ville vienne
enlever ça, amener ça ailleurs, mais ça arrive, ça reste stocké là de manière claire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, à la réalité, comme je l'avais dit de manière claire, les ordures dans les villes est un véritable risque de santé publique. Ça qu'on souffre, ça ne souffre de rien du tout. Et on ne peut pas ne pas corroler les morts aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de morts suspectes aujourd'hui. On ne peut ne pas corroler au moins certains morts à la présence des ordures dans les villes. Clairement, les ordures ont certainement tué beaucoup de Camerounais. Restons silencieux et tant qu'on a ce genre d'immondices dans nos environnements immédiats, ça va continuer à faire des dégâts, même silencieux. D'accord, immondices. Julio Axel Diop fait souvent poubelle à la réalité pour être au même niveau avec les téléspectateurs. Merci pour vos différentes analyses. Julio Axel Diop, Bertrand Mika, on va rapidement aller du côté de la régie pour déguster un bout de publicité parce qu'il est 11h et on se retrouve derrière pour la suite. Très important. Situé en plein cœur de la ville de Béa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Liba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population des Béa, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Solulu, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Guaymas, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations. Une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Ce que nous consommons tous les jours rend notre corps acide. Et cette acidité développe l'apparition de plus de 300 maladies dans notre corps telles que les ulcères, les cancers, l'acidité gastrique, l'arthrose, le diabète, le cholestérol, les rhumatismes et bien d'autres. Aujourd'hui, en consommant l'eau alcaline ionisée eau vive, aucune de ces maladies ne peut se développer dans un milieu alcalin. C'est pourquoi nous vous conseillons de boire eau vive. Une eau alcaline ionisée qui ne contient ni chlore ni métaux lourds et va réduire l'acidité de votre corps et rendre votre corps alcalin. Eau vive est un puissant antioxydant qui est disponible en plusieurs pH. Le pH 8,8 qui peut être consommé par tous, quel que soit l'âge et n'a aucune restriction. Le pH 9,6 qui est plus ciblé et se consomme des 35 ans et plus. Le pH 10,9 uniquement en cure de 21 jours pour maigrir ou attaquer rapidement le diabète et le cholestérol, la goutte et plusieurs maux. Beaucoup l'ont déjà essayé et l'ont adopté. Avec l'eau alcaline ionisée eau vive, redonnez vie à votre corps. Dans l'univers de la finance au Cameroun, une étoile est née pour changer vos vies. Arak Finance. Arak Finance, l'association des zones adventistes du Cameroun, spécialisée dans l'épargne et le crédit, dit oui à l'inclusion financière et se positionne comme la banque des couches vulnérables et défavorisées qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Chez Arak Finance, bénéficiez d'une gamme variée de produits et services taillés sur mesure seulement pour vous. Avec nous, bénéficiez en 48 heures de vos crédits découverts, Yunus, Habitat, engins scolaires, agropastoraux et bien d'autres. Grâce à notre réseau composé de 39 agences partout au Cameroun, vous ne serez plus jamais seul. Notre équipe d'experts attentifs et soucieux de votre réussite est à votre disposition. Arak Finance, siège social Yaoundé, quartier Toudi. Contact 677
77 75 48 90. 657 30 88 63. Avec AREC Finance, tout est possible pour quiconque croit. Si tu veux la stabilité financière, viens AREC Finance, car c'est la référence. Tout de suite, Horizon Midi. Retour sur le plateau d'Horizon Midi. Après l'instant consacré à la publicité, suite justement avec les hostilités Betramika, la rubrique qu'on en parle de ce matin, nous conduit vers cet acte de nomination du président élu, comme certains aiment bien à l'appeler. Il a porté son dévolu sur Maître Alice Com comme porte-parole officielle de son gouvernement. Voilà. Pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun, il faudra dire qui est Issa Chioma. Ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas qui est Issa Chioma. Parce qu'il faut bien qu'on donne un peu d'épaisseur au ministre Chioma. D'accord. Le ministre Chioma, c'est un ancien membre du gouvernement qui a démissionné 3 mois avant la présidentielle, qui est à la tête du Front du Salut National Camerounais, je crois, le FNSC, et qui est sorti deuxième élection présidentielle avec 35%, je crois, un truc comme ça. Issa Chioma, c'est ce candidat malheureux qui s'est autoproclamé président de la République du Cameroun avant même que le Conseil national n'ait pu trancher, n'ait pu donner, le Conseil n'ait pu trancher, n'ait pu donner les résultats officiels. Il faudrait dire que la loi au Cameroun prévoit qu'il n'y a que le Conseil qui est habilité à dire, à déclarer qui est vainqueur de la présidentielle. C'est bien le président pour bien déclarer vainqueur. Ça veut dire que de ce côté, la messe est véritablement dite. Mais c'est Issa Chioma qui a aussi envoyé les Camerounais dans la rue. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont perdu leur vie. Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Ça, il faut le dire comme ça de manière claire. C'est Issa Chioma qui a travaillé à mettre au Cameroun à feu et à sang. Sauf qu'aujourd'hui, on va quand même dire que ces actions de mauvais augure ont quand même matin ou fait face à certaines limites. Les Camerounais aujourd'hui continuent à vivre leur vie de manière un peu tranquille et beaucoup estiment que l'État est debout, l'État avance. Alors que Issa Chioma était depuis un moment sous la coupole d'un mutisme abyssal. On ne sait même pas où il est à la réalité parce qu'aujourd'hui il a quasiment disparu de la sphère sociale. Il a disparu des réseaux sociaux, Facebook, son instrument privilégié pour ameuter les Camerounais, appeler à une révolte certaine, pour appeler les Camerounais à aller mourir, alors qu'il est dans l'intimité de sa maison en train de boire du petit lait. Depuis un moment, on ne le voit plus, Issa Chioma, mais il a ressurgi hier. Hier, il a ressurgi avec un truc qu'on appelle décret, Dans ce décret, le président élu, comme vous dites, votre mot, a estimé qu'il peut porter sa haute petite confiance sur la personne d'Alice Com au Cameroun comme porte-parole de son gouvernement. Je précise que Jean Diomomo a déjà sorti aussi, du moins, il a publié un autre décret, rendu public un autre décret qui montre d'abord même l'ossature d'un véritable décret dans un État, ce qui est bien loin d'être ce machin qu'a pondu le ministre Issa Chioma Bakary. Maintenant, Issa Chioma Bakary, candidat malheureux à l'élection présidentielle autoproclamé, qui a envoyé les enfants dans la rue pour mourir, voler le gaz et voler les poissons dans les poissonneries, casser les magasins, lui en se cachant. Il a choisi Alice Com. Qui est Alice Com? Alice Com, c'est une dame qui brille quand même par son attitude hyper controversée au Cameroun. Une femme se positionne toujours aux antipodes de la loi. Elle a motive au Cameroun la promotion de l'homosexualité. Ça veut dire qu'elle estime qu'au Cameroun, les hommes doivent se marier entre eux et les femmes doivent se marier entre elles. Elle estime que les notions
existentielles, les notions endogènes de l'Afrique au Cameroun sont des notions désuées et dépassées. Elle souhaite ériger l'homosexualité en norme dans ce pays. Elle souhaite ériger l'homosexualité en valeur absolue dans ce pays, car, dit-elle, on ne peut plus vivre sans ça, on ne peut pas s'en défaire, on doit vivre avec ça et rien du tout. Regardez dans ce cocktail un président autoproclamé déchu qui envoie les enfants dans la rue et une femme qui promeut l'homosexualité sous logique forcément le couvert de certains bailleurs de fonds qui veulent imposer une certaine vision au Cameroun. On comprend donc que voilà le Cameroun qu'Issa Chourouma voulait créer. Issa Chourouma voulait créer un Cameroun où il n'y a pas de tolérance, où la République devient la République, où les enfants soient tués, soient violés, les enfants deviennent des grands braqueurs, des grands voleurs, des grands casseurs, il estime que c'est la République. Issa Chourouma voulait promouvoir une République où on peut s'autoproclamer au mépris de la loi. Issa Chourouma voulait proclamer une République où, à la réalité, il voudrait remettre le pouvoir à la rue et délaisser les institutions. Issa Chourouma voulait vendre aux Camerounais une institution, un pays où l'homosexualité serait érigée en norme, en valeur de gouvernance, en valeur d'ascension sociale, où les homosexuels auraient le droit aujourd'hui de s'asseoir à la table des honnêtes Camerounais, des honnêtes personnes qui ne demandent qu'à vivre qu'en étroite collaboration ou en étroite vision avec les valeurs sociétales qui nous ont été imposées, laissées par nos ancêtres et chères à tout le monde. Voilà donc sur Issa Chourouma qui a pensé mettre à l'ESCOM. Voilà donc deux personnes en réalité, deux personnes qui sont aux antipodes de la vision sociétale africaine qui se sont unies. Je pense que s'il fallait encore dire aux gens que Issa Chourouma n'est pas quelqu'un qui peut diriger au Cameroun, je pense que la preuve est faite la fois 1000 aujourd'hui pour démontrer les intentions quasiment maléfiques de ce monsieur si jamais il aurait été porté à la tête de cet acte qu'on appelle le Cameroun, ce pays que nous on aime, que l'on chérit, on tient à nos valeurs, on tient à notre avenir, on tient au socle qui fait de nous de Cameroun et de véritables Camerounais. Qui n'allait dire ici aujourd'hui, Issa Chourouma vient de dévoiler là son véritable visage. Au-delà de ça, pour terminer, je veux dire que cette sortie d'Issa Chourouma ne vaut même pas du pipi de chat. Ça n'a aucune valeur juridique, ça n'a aucune valeur réelle. Elle est peut-être porte-parole du président élu sur Facebook. Ça donne seulement l'occasion de montrer encore à suffisance les limites de ce monsieur, de ce ministre qui continue à briller toujours par de mauvais choix. Alors que Issa Chourouma avait quand même l'occasion d'entrer dans l'histoire au Cameroun parce qu'avec un score comme celui-là, tout le monde prédestinait qu'il pourrait quand même faire une razzia au niveau des élections municipales et législatives. Aujourd'hui, même sa base qui était derrière lui, on comprend aujourd'hui quel fourbe il est, quelle personne il est. Et aujourd'hui, sa base est devenue une base complètement inédite et quasiment inexistante. La preuve, même ses défendeurs, des personnes qui, à coup de vidéos, de toute la journée, passent autant à ourdir des plans, en sens à cristalliser la toile aujourd'hui. Je ne vais pas citer ces influenceurs, ne sont quasiment plus, par rapport à lui, ne parlent quasiment presque plus de lui. Ils sont passés à autre chose, comme pour dire que Issa Chourouma, c'est du passé, la page est tournée. Issa Chourouma, c'est donc véritablement du passé, la page est tournée, qu'il reste avec son homosexualité qu'il veut promouvoir au Cameroun, qu'il reste avec sa violence qu'il veut promouvoir au Cameroun, qu'il reste avec sa mauvaise gouvernance qu'il a promu au Cameroun pendant des années et qu'aujourd'hui semble vouloir faire lutter parce que Issa Chourouma, comme beaucoup de personnes le disent, ce n'est pas l'homme providentiel, ce n'est pas l'homme qui a en capacité de venir changer les choses parce qu'il est comptable de ce que les Camerounais ont vécu durant toutes ces années. Julio Arcel Job, maître à l'ISCOM, porte-parole d'Issa Chourouma Bakary, c'est officiel. Quelle implication et qu'est-ce qui se cache derrière justement un tel acte, selon vous? Ben, Romaric, vous savez, au lendemain de l'élection, on soupçonnait déjà Issa Chourouma Bakary d'être très soutenu par les réseaux LGBT.
Et ça semble se confirmer de plus en plus avec cette nouvelle nomination. Moi, je pense en toute honnêteté que s'il y a peu de temps, il avait encore le contrôle de la situation, c'est clair qu'aujourd'hui, il est captif de certains groupes de pression, entre autres la communauté LGBT et peut-être certains autres financiers qui lui exigent de faire une ou deux choses. Là, je pense qu'il est dans le désir d'existence parce que il avait disparu depuis quelque temps. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute qu'il est en train de perdre la main. Mais comme il faut justifier absolument des financements reçus, le soutien reçu et tout le reste, je pense que ça c'est des actes de dernier souffle. Ce qui me gêne moi dans l'affaire, c'est qu'il ait commencé à utiliser les armoiries du Cameroun. À sa manière, notre drapeau, cachet de l'État du Cameroun, ça me pose sérieusement un problème. Il faut qu'Issa Tiouma Bakary soit libéré des chaînes qui le maintiennent captif. Parce que là, on voit clairement un homme qui n'a plus le contrôle de rien du tout. Même formuler un simple acte de décret, il n'en est pas capable. Vous comprenez bien que Issa vit certainement des moments extrêmement difficiles. Dans un premier temps, on ne sait pas si c'est un décret, c'est une décision, si c'est quoi, ça n'a aucun sens. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est l'armoirie du Cameroun qui est utilisée injustement par un homme en cavale. Donc, moi, tout ça mélangé me pose un réel souci. Maintenant, revenons un petit peu sur l'ordre des choses. Issa, on nous a vanté un homme qui était pour la rupture, un homme qui était pour le progrès, un homme qui se souciait des prochaines générations, car lui en fait sa vie, il a d'ailleurs lui-même dit qu'il ne pourrait plus être pauvre, lui, encore moins ses enfants. Qu'un homme de son âge nomme quand même comme porte-parole une octogénaire, Alice, comme je pense qu'elle a 81 ans, que cela doit symboliser la rupture et le progrès, je suis sincèrement perplexe. Je vois en cela des hommes qui veulent certainement faire passer un mot, des hommes qui veulent exister. Et le choix porté sur Alice Combes n'est pas hasardeux. En dépit du fait qu'elle soit faite la porte-voix, la porte-parole des régies des réseaux homosexuels au Cameroun, on sent bien qu'il y a autre chose derrière. Alice Combes, je pense que le régime la respecte pour son âge, le régime la respecte pour ce qu'elle a vécu, le régime la respecte pour ce qu'elle sait, et du coup, envoyer une femme de 81 ans et plus en prison peut être rapidement un problème dans ce pays, même sur le sens de la morale de cas. Elle surfe donc sur son caractère bientôt nonagénaire. Elle surfe sur sa sénescence, sur sa sénilité. Elle surfe sur absolument tous ces paramètres-là, parce qu'elle sait qu'elle jouira de la tolérance administrative, de la tolérance étatique, et qu'il sera difficile de l'interpeller pour l'avoir en prison. Regarde son âge et puis ce qu'elle représente dans le monde en termes de groupe de pression. Donc le choix porté sur elle pour continuer le désordre, la stratégie qui lui-même est en retrait, est pratiquement stratégique. Je pense même qu'il lui refile la patate chaude. Et Alice, comme le sait, elle a dû lui dire, bah, écoute, moi je vais certainement continuer le bavardage sur le pays, toi reste là où tu es là-bas le temps que tu trouves bien meilleure situation. Moi je vais continuer à maintenir en éveil nos différents oiseaux qui chantent pour nous. Je pense que c'est ça la stratégie, mais au fond il n'y a absolument rien. Ils le savent tous, Issa Tiouma Bakary a perdu ce combat, peu importe la voie par laquelle il voudrait revenir, peu importe le combat qu'il voudrait engager, il est d'office perdant. Il faut noter néanmoins que l'État du Cameroun, sur ce point-là, a su briller par un tact incroyable parce qu'il n'y a pas jusque-là un mandat d'arrêt contre Issa Tiouma Bakary qui a été émis. Donc, ces fuites, il fuit pour quelle raison? On n'en sait trop rien. Pourquoi est-il en cavale? Qui l'a convaincu de quitter le Cameroun? Pourquoi est-il parti en courant? Pourquoi est-il contraint de vivre comme un malpropre alors que c'est un homme extrêmement fortuné et bien assis au pays? Il était là au Cameroun, il n'était pas inquiété. Qui a menti à Issa Tiouma Bakary que sa vie était en danger pour qu'il veuille quitter le Cameroun? En courant, je n'en sais trop rien, mais ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit, il est extrêmement captif de ces groupes-là. Il faut qu'on l'en libère. C'est un fils du pays qui a servi le pays dans toute la gageure possible, c'est vrai, mais ça reste un fils du pays. C'est un homme qui a donné de croire à un changement possible dans ce pays, parce qu'il a sérieusement challengé Paul Biya. Je crois que depuis le temps de John Frondi en 92, ça ne s'était plus jamais revu. Il mérite de ce fait notre respect. Donc, voir un opposant de sa taille, de son gabarit en cavale aujourd'hui, ça nous fait extrêmement mal. Il faut qu'on milite absolument pour son retour au pays et qu'il revienne jouer quand même le rôle de ce grand leader politique qu'il est. Alors aujourd'hui, vous faites bien de convoquer ici l'utilisation des armoiries justement du Cameroun, Julien Saint-Jean, mais est-ce que l'impact
ne se fera pas ressentir, notamment un impact négatif à l'échelle internationale. D'abord sur le plan local, est-ce que la confusion ne va pas s'installer dans les cœurs des Camerounais? Alors, pas de confusion possible du simple fait que même les chancelleries qui traînaient, les États qui traînaient à reconnaître à Paul Biya sa légitimité en tant que président de la République ont fini par le faire. Pratiquement tous aujourd'hui le reconnaissent comme président de la République. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. D'accord. C'est différent de certaines situations qu'on a vécues ailleurs où les pays étrangers, les puissances étrangères étaient tardées à prendre position, tardées à adresser ou à reconnaître le chef d'État en exercice. Avec Paul Biya, ce n'est pas exactement le cas. Paul Biya est reconnu comme président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années. Issa Tiouma Bakary le sait parfaitement bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye aujourd'hui aussi de survivre, d'exister. Moi, je pense quand même qu'il est en train de creuser sa tombe encore plus profond avec cette nouvelle phase qu'il a activée lui-même, celle qui consiste à utiliser les armoiries du Cameroun. Confusion? Non, il n'est pas possible qu'il y en ait eu. S'il y avait un début de confusion... Vous voyez un retour calme d'Issa Tiouma Bakary au Cameroun? Non, pas ou alors je pense que tel que c'est parti là, je pense qu'il se met dans la possibilité qu'il ne reviendra au Cameroun que dans un cercueil. Et ça, c'est extrêmement. Peut-être même qu'il ne reviendra jamais au Cameroun, peut-être même pas sa dépouille. Veut-il suivre le chemin du président Ahidjo? Ahidjo, lui, a été président en exercice. Ahidjo est allé en exil au regard du contexte qu'il prévoyait en ces temps-là. Lui, on peut comprendre le retour de sa dépouille au Cameroun qui est devenu un problème aujourd'hui. Ça aussi, on peut comprendre. Ça dépend de plusieurs autres facteurs et paramètres qui nous échappent complètement. Il faut éviter de s'aventurer sur des chemins parfois un peu compliqués. Parce que je pense que c'était une histoire de dépouille pour qu'elle aurait fait rentrer au pays. Depuis, je pense qu'il y a beaucoup d'autres dossiers. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Oui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, Issa Tiouma Bakary veut qu'il rentre dans la même logique. Tel que je le vois faire là, je pense que peut-être qu'il commence à nourrir l'ambition d'aller mourir au Sénégal pour entrer dans l'histoire des martyrs du pays. Or, c'est un leader politique qui a donné de rêver. C'est un leader politique qui, resté au Cameroun, aurait pu faire sensation énormément dans les locales qui arrivent, en s'alliant avec le MRC et peut-être d'autres classes d'opposition, que peut-être qu'à l'Assemblée nationale, ça aurait pu bouger. Donc, le départ d'un homme de ce calibre-là, sa vie, la vie qu'il s'est choisie lui-même dans les derniers jours de sa vie, parce que quoi qu'on dise, à cet âge-là, on vit forcément les derniers jours de sa vie, ça c'est clair. Mais que déplorable remarque, et nous donne sincèrement à regretter la dimension de l'homme qu'il est. Il faut rappeler qu'Issa Tiouma Bakary, peu importe à quoi on impute ce score-là, c'est 35% à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, donc du 12 octobre dernier. Moi je pense qu'il avait en principe tout pour mener une vie princière au Cameroun avec ce score-là, s'il était resté tranquille. Qu'est-ce que ça lui donne d'aller en cavale? Veut-il négocier? Veut-il justifier quoi? Les financements qu'il a reçus, les groupes de pression qui le soutiennent, qu'est-ce qu'il veut justifier en menant cette vie qu'il choisit là? C'est la question qu'on se pose, mais elle n'est pas digne de lui, cette vie. Il n'est pas digne de cette vie-là non plus. Il méritait de vivre au Cameroun pour le restant de ses jours comme un roi, au regard de ses performances. Trambika, c'est un acte quand même que certains Camerounais taxent d'actes diaboliques quand on sait, vous faites bien de le dire ici, les appartenances de celle justement qui à l'avenir aura cette lourde responsabilité d'être la porte-parole d'Issa Tiouma Bakary, mais sur le plan légal ou même légitime, qu'est-ce qu'il faut comprendre clairement? Il faudra dire que Issa Tiouma n'est pas en exil, il est en balade là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne l'a poursuivi, chassé. Il a dit qu'il part lui-même se balader hors du Cameroun. Exil, ça veut dire que vous savez que vous avez un problème, vous partez, il était comme derrière vous. Il était chez lui, il a dit qu'il ne fuit pas là-bas parce que lui-même est convaincu qu'il a posé des actes répréhensibles au Cameroun. Ce n'est pas comme si l'État du Cameroun a posé un acte ou un fatwa contre Issa Tiouma. Issa Tiouma en balade où il est, là-bas. Et si jamais il se sent l'âme d'un homme qui revient au Cameroun subir les conséquences des actes qu'il a causés, lui il est au moins vivant, beaucoup d'enfants sont morts, il faut qu'on puisse le dire. Lui en liberté, beaucoup sont en prison, il faut qu'on puisse le dire comme ça. Pendant que la fille boit du petit lait, pendant qu'on cause ici, d'autres sont en train de mourir de faim dans les prisons. Ça c'est Issa Tiouma Bakary qui aujourd'hui a aligné toute sa prestance. Il faut dire qu'aujourd'hui, les actes qu'il a causés, ça fait oublier à la réalité qu'il est sorti deuxième à la présidentielle. Aujourd'hui, Issa Tiouma, le nom Issa Tiouma est corrélé à l'horreur. Quand on pense à l'horreur, on pense aux morts, on pense aux mairies brûlées, on pense au recteur qui a été incendié, on pense à Honoré Saké, à doigt la casser. Voilà aujourd'hui à quoi on va Issa Tiouma, à l'horreur, à l'intolérance, à l'immobilisme. Voilà à quoi on pense
qu'on fait ça tout le monde aujourd'hui. Maintenant, oui, acte diabolique, oui, diabolique. Tu ne peux pas dans un pays sérieux, un État, et en plus être africain, connaître les valeurs africaines profondes, connaître au-delà de ça la loi qui encadre de manière principielle ton pays, parce que qui mieux que lui connaît la loi, là comme il était à la communication, il est un acteur politique d'un certain niveau, et aller aujourd'hui s'asseoir des personnes qui font la promotion de l'anti-valeur. Qu'est-ce que ça tout m'avait vendre à nos enfants que l'homosexualité est bien? C'est ça le message. Il voulait faire quoi? Président de l'homosexualité, dire à nos enfants que soyez homosexuels, c'est pas mauvais, allant entre homme, femme. Voilà le message qui passe aujourd'hui. Il dit que Alice Koum est une femme recommandable. Tout le monde sait que c'est une femme qui n'est pas recommandable, Alice Koum, du moins du point de vue Camerounais et africain. Elle n'est pas recommandable. Si elle se retrouve en France, ailleurs, c'est même la meilleure femme du monde, mais dans notre contexte, elle n'est pas recommandable. Et ça, c'est pas demain la veille qu'une chose comme ça va changer. Voilà donc le message qu'un président qui voulait gérer au Cameroun voulait envoyer au Camerounais. C'est que nous étions morts. C'est que son premier acte qu'il aurait fait, pas que pour exemple, il aurait parlé des jeunes, des femmes, il aurait parlé directement de l'homosexualité qu'il devait légaliser au Cameroun, comme on l'a fait au Gabon. Juste à côté, mais mal lui en a pris. Je pense qu'aujourd'hui, ça tu est dans des actes qui permettent de légitimer du moins son action vis-à-vis des soutiens qu'il a eu. Là, c'est sur les soutiens, forcément, des deals, il doit pouvoir se comporter en jusqu'au boutiste pour dire que même si je ne suis pas arrivé au bout, tout ce que vous m'avez donné, j'ai quand même fait ce que vous m'avez donné de faire. Voilà, je suis tout dans la résistance. Quand lui-même sait qu'aujourd'hui, c'est véritablement une bataille perdue depuis. C'est une bataille qui n'existe même plus. Et ça a toujours même devenu le passé dans l'esprit des Camerounais. Même dans son parti politique aujourd'hui, on assiste à des démissions en cascade. Des personnes vomissent sur Issa Chouma. Ils estiment que c'était une véritable erreur, que c'était une malchance même pour eux d'être dans ce parti politique et d'avoir côtoyé cette personne. Lorsqu'on a des personnes qui ont atteint ce niveau de dégoût, vous avez des personnes, vous actes opposés pour encore avoir quelle portée? Aucune portée. Donc, la véritable place de Issa Chouma, c'est dans l'histoire. Aujourd'hui, il fait partie du passé. Il a un souci d'orgueil pour essayer d'exister, mais ce n'est pas grâce à ça qu'il existait. Grâce à ça, il entre encore dans la poubelle de l'histoire, en démontrant que on vous a compris. Les valeurs qui on vous a voir au Cameroun. On vous a compris, Bertrand. Merci infiniment. On regarde du temps justement consacré pour cette émission. Permettez qu'on vienne discuter autour de ces conseils stratégiques et même technologiques qui ont été justement abordés hier dans un contexte aussi particulier. On fait allusion ici à la question d'eau potable en Afrique, avec l'Afrique qui s'apprête justement à accueillir un très haut sommet en 2026 pour discuter des questions sur les stratégies et mécanismes d'approvisionnement d'eau potable dans nos différentes maisons. Il faut dire que le docteur Blaise Moussa, le président justement de l'association africaine de l'eau et même de l'assainissement, a clairement tenu les débats hier. C'était à l'hôtel Hilton ici à Yaoundé. C'est la thématique centrale de ce matin. Il faut dire que Julio Arcel Diop, c'était un rassemblement qui a connu la présence du ministre de la fonction publique et même de la réforme administrative, Joseph Anderson Lé, Gaston Lindoué Somba, le ministre en charge des questions d'eau et d'énergie également, a pris part à cet important débat visant justement à donner des conseils stratégiques et technologiques, évaluer les enjeux cruciaux pour l'assainissement et même l'approvisionnement des populations en eau potable, principalement celle
du Cameroun, dans un contexte social comme le nôtre, est-ce qu'on peut croire en l'aboutissement d'un tel projet? Je vous ai dit la dernière fois que le ministre Gaston Elou Somba misait sur 8 millions de nouveaux abonnements au réseau de distribution d'eau potable. 2 millions ou 8 millions? Ah, c'était 2 finalement. Je croyais que c'était 8. Vous voyez que j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, peut-être pas 2 millions, mais je pense que le chiffre exact, c'est 200 000 abonnements. À 200 000. Tout à fait. Vous voyez que j'étais dans l'exagération. Mais ça témoigne de mon désir de voir l'eau distribuée à tous les Camerounais. Toutefois, ça reste des objectifs que tout gouvernement se fixe. Mais le nôtre, lui, se fixe les objectifs par fantaisie. Donc, je ne rêve pas du tout à une quelconque évolution. Je vous ai vu envoyer le sommet. C'est le sommet sur l'eau? Non, le congrès. Voilà, le congrès sur l'eau. Ou de l'eau. Non, Romaric. J'ai quand même néanmoins fini par convaincre Bertrand Bika d'accepter l'idée que les fourrages étaient très toxiques, sans encourager pour autant le laxisme, c'est-à-dire sans le laxisme de l'État ou des organes en charge. L'autre, la SINEC, malgré sa qualité parfois douteuse, est une eau souvent acceptable par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Toutefois, sa distribution dans les ménages est extrêmement insuffisante. Les projets qui sont annexés autour sont inefficaces. Ça, il faut le dire. Depuis combien d'années les Camerounais souffrent de ce manque criard d'eau? Depuis une éternité. On a remplacé combien de directeurs entre-temps? On a connu l'époque Basile Atanganakuna, qui finalement avait été Premier ministre alors qu'il avait échoué à un niveau inférieur. Ensuite, on a connu, je crois lui-même, Gaston Elou Somba. Aujourd'hui, c'est Blaise Moussa, qui lui-même n'a pas les mains entièrement libres, parce qu'il est limité à un certain niveau, et au-dessus de lui, il y a Gaston Elou Somba qui reprend le relais. Le fait qu'on n'ait pas pensé à une réelle politique de pollinisation, alors que le Cameroun dispose d'une quantité extrême d'eau, nous laisse parfois croire que les gouvernants se sont donné pour mission de visser les Camerounais à tous les niveaux. C'est-à-dire, on vous refuse l'accès à la nourriture, on vous refuse l'accès à l'eau, on vous refuse tout ce qui est primaire. Oui, tout à fait, on vous met dans une précarité, vous laissant croire que le simple fait que vous vous réveillez chaque matin et que vous respirez est une grâce du gouvernement. Donc, à chaque fois qu'ils posent une petite action, c'est qu'ils sont souvenus de vous et que cela relève simplement de leur détention du droit de vie de mort sur vous. Non, je ne comprends pas justement sur quoi est assis, Romaric, le management de ceux qui sont à la tête de nos pays. Comment on en est encore à faire des débats en 2025, bientôt 2026, sur l'approvisionnement en eau et peut-être les efforts à fournir pour combler une partie du déficit d'eau dans un pays qui est entièrement couvert d'eau? Mais comment on m'explique ça, Romaric? Vous voulez qu'on développe quoi encore sur l'eau au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut dire en un seul mot alors? Il faut dire en un seul mot que malgré les annonces pompeuses, si on voulait régler ce problème depuis très longtemps, on l'aurait fait. Ne vous souvenez pas encore de ce chantier récent qui avait sur la route de l'Ouest? Il y a une des, que sais-je encore, qui allait jusqu'à la Sanaga et là-bas. Oui, Pipis, merci Bertrand. Tout à fait. Qui visait simplement à alimenter la ville d'une quantité importante d'eau. Je ne sais pas, c'est même stocké à quelle station? C'est parti en Bano. Comme ça, on stocke ça, vous faites mal. Ok. Mais, quand moi j'ai vu ce projet, je me suis dit, finalement, ce problème est derrière les Camerounais. Parce que de l'eau, il devait en couler. Les tuyaux faisaient quand même à peu près 1,50 m de diamètre. Ça veut dire qu'on a acheminé une quantité importante d'eau à la station de traitement pour pouvoir ravitailler les populations, même seulement de la ville de Yaoundé. Mais jusque-là, il y a un déficit terrible en termes d'eau dans nos villes. Mendom, par exemple, n'a pas d'eau. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous quartier il a d'eau. Bon, le mien, depuis un certain temps, l'eau est un peu régulière. Et ça m'étonne d'ailleurs. Je suis inquiet quand je vois l'eau un mois entier chez moi. Non, ça m'inquiète. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se prépare quoi? On va faire combien de mois après sans eau? Voilà le sentiment que nous avons. Voilà ce dans quoi nous vivons au Romaric. Donc, il n'y a pas un seul projet annoncé aujourd'hui qui pourrait me galvaniser, qui pourrait me rendre enthousiaste, parce que je pense que la solution viendrait de là. Il n'y en a pas un seul. Pour moi, comme tout à l'heure normal, ça reste un effet d'annonce et ça se limitera à cela. Donc, je ne sais même pas quoi développer sur le projet d'eau. On en a parlé tellement sur ce plateau qu'on a même épuisé. Bertrand Bika, le contexte est connu. La pression est croissante, la demande est également croissante, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire cette demande en 2025-2026.
Maître Ambika, on continue justement de parler des questions d'approvisionnement en eau potable. Quand même un élément primaire, même si essentiel, qu'il fallait à tout prix, à tous les prix, permettre aux Camerounais d'avoir accès. Aujourd'hui, ça fait partie des débats sur des plateaux comme le nôtre. Est-ce que finalement, c'est un aveu d'incompétence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir justement de l'auberge? L'Afrique tient son congrès d'eau. Est-ce que ce n'est pas une imposture? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas l'eau chez vous, donc vous adressez le problème de l'Afrique en termes d'eau. Ça, c'est une grosse imposture. Donc, quand on peut parler de l'Afrique, tu es chez toi, tu ne manges pas, mais tu sais à quoi tous les voisins vont manger. Oui, Tu manges d'abord chez toi. Il porte la casquette. Mange d'abord. Président de l'association. Mais il fait une imposture. Si on ne fait pas de une imposture, il n'y a pas l'eau chez lui. Il n'y a pas l'eau chez lui. Tu ne peux pas lui faire du mari de conseiller un homme marié. Tu comptes quoi dans le mariage? Peut-être on fait allusion à cet échange, partage d'expérience. Je dis que ce monsieur n'a pas l'eau chez lui. Lorsqu'on n'est pas marié, peut-être qu'on est un homme marié. Vous ne mangez pas chez vous, pas chez vous, comment les voisins vont manger. Non. Mangez d'abord chez vous. Certainement, c'est l'occasion parce qu'en Égypte, par exemple, où l'eau est gratuite, ça coule dans les robinets, sans problème, sans pression. Alors qu'ils n'ont que le mille. Tout à fait. Ils n'ont que le mille. L'occasion justement pour faire ça. Ils n'ont que le mille. Mais l'eau coule et c'est gratuit. Ils n'ont que le mille. Le Cameroun a 1 milliard de coups d'eau. Mais on n'arrive pas à avoir le soumis. C'est impossible. C'est impossible qu'il soit là-bas. Il ne peut pas gérer un poste comme ça que lui n'a pas l'eau chez lui. Il faut qu'on le dise de manière claire. Il n'a pas que qualité. Il ne peut pas parler d'eau. Les Camerounais n'ont pas l'eau chez eux, M. Moussa. Dans le cas des échanges de compétences. Non, les Camerounais n'ont pas l'eau chez eux. Dans le cas des échanges de compétences, on peut savoir. On peut s'asseoir comme l'élève. On ne peut pas gérer, on peut rien dire sur l'eau. Les gens qui n'ont que le Nil et qui peuvent donner l'eau gratuitement à tous les viennent à profusion, ça pose un problème. Alors que vous avez les cours d'eau, on n'arrive pas à avoir l'eau, ça cause un problème. Ça veut dire que vous êtes dans l'imposture de croire que vous pouvez diriger des personnes comme ça. D'accord. Vous ne pouvez pas les diriger, c'est eux qui peuvent vous diriger, vous apprendre 2 ou 3 choses. Maintenant, je vais dire autre chose, c'est quoi? C'est que ils sont assis et ils continuent à projeter des lendemains meilleurs en termes d'oasis au niveau du Cameroun. Mais aujourd'hui, il faut dire une chose qui est claire, précise. Blaise Moussa est comme Luc Messa Tangana. On ne croit plus à ses promesses. On s'est dit que la jeunesse, une fois arrivé aux affaires, pour adresser les problèmes de cette époque de manière pertinente. Blaise Moussa, c'est bizarrement un vieux d'un corps de jeune. Il est arrivé quand ça fait les choses comme les vieux. Il commence à faire les choses avec suffisance, pas avec entrain. Il est arrivé là, la différence entre l'époque de Blaise Moussa, de Tangana Kouna et de son professeur, ça rien ne change. On a des Camerounais qui ne sont pas plus heureux aujourd'hui en termes d'eau qu'hier. Les Camerounais continuent à s'abreuver dans les fourrages. Les quartiers de Yaoundé d'ailleurs continuent à mourir désespérément de soif. Ça, il faut qu'on puisse le dire de manière claire. Dans un pays sérieux, à cette date 2025, 21e siècle, c'est même pas compréhensible qu'on puisse encore adresser les problèmes d'accès à eau avec qualité. Ça devait être peut-être des problèmes de qualité d'eau. Tout le monde doit avoir le même problème de qualité d'eau. Là, on peut dire que oui, c'est un problème actuel. Moi, de mon côté, je parle de problème d'accès à l'eau potable au Cameroun. Sa gestion de manière globale. L'accès. On parle d'accès à l'eau potable au Cameroun. Ça veut dire que nous sommes un pays en arrière. Nous sommes un pays même villageois. On ne peut pas s'asseoir dans le Conseil des Nations et parler d'eau. Ça, il faut le dire comme ça de manière claire. Quand je vois des personnes comme ça alignées en grande pompe parler d'une denrée prosaïque, d'une denrée primaire, qu'ils n'arrivent pas à donner aux citoyens camerounais, je me dis qu'il faut que Dieu vienne au Cameroun, sauver le Cameroun. Nous sommes vraiment mal partis. Nous sommes mal partis avec des personnes qui sont là, qui ont des parts de souveraineté et qui n'arrivent pas à gérer ces parts de souveraineté alors qu'ils ont tous les moyens de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, comme je lui ai dit en réalité, les problèmes d'eau au Cameroun, c'est un véritable casse-tête chinois. Blaise Moussa n'accorde aucun crédit à ce monsieur, aucun crédit à ce monsieur.
Au départ, j'ai accordé au crédit de la jeunesse, au crédit de la foule, de la juvénilité de ce monsieur, un monsieur qui peut s'asseoir et adresser les problèmes actuels avec la foule de cette jeunesse, mais me rend compte que sa gouvernance est engluée et stéréotypée à celle de la vieillesse. Donc ce vieux jeune aujourd'hui qui a la tête de la SNEC fait ce qu'il a fait. Continue à faire souffrir les Camerounais, continue à faire dépérir les Camerounais, à continuer à faire mourir de soif les Camerounais. Donc, ce qu'ils font là-bas n'engage que eux, ceux qui veulent leur croire. D'abord, les promesses n'engagent que ceux qui veulent les croire de manière claire. Je dois bien faire de convoquer Pipis. C'est un grand pomme, beaucoup de milliards. L'eau va couler la route de la précision. L'eau va faire comme ça. L'eau, aujourd'hui, Mendon n'a pas d'eau. Mendon n'a pas d'eau. En plein centre-belle. Un cancer. Imaginez le cohérent pour avoir Mendon aujourd'hui. C'est terrible. Voilà les faits. Voilà Blaise Moussa, responsable de l'eau qui a pas Mendon. C'est ça. Direct, pas d'eau. C'est lui le responsable. Il faut dire comme ça au Camerounais. Il n'y a pas d'eau. C'est lui qui va donner l'eau là-bas. Il n'y a pas l'eau à Mendon. Et ailleurs, il faut qu'on le dise comme ça, qu'ils sachent. Voilà, une fois qu'on a dit la vérité, on dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait là-bas, les Camerounais sont plus dupes. Non, on n'est plus dupes. D'accord. On les attend sur le terrain et sur le terrain démontrer à suffisance qu'ils ne peuvent rien faire et ils ne font rien du tout. Alors, est-ce que vous pouvez, à la suite justement, je n'ai pas envie de parler de coup de gueule, mais de cette analyse, faire une proposition, selon vous, des leviers stratégiques, Bertrand Bika, pour durablement assurer la disponibilité ou si vous voulez, la gestion de l'eau potable au Cameroun? On enlève Blaise Moussa. Ok. Ah bon. On peut la mettre le tout premier levier. Mais ce premier levier, on enlève. Vous savez, on va faire du neuf, faire du vieux. Vous ne pouvez pas d'un endroit, vous ne faites rien, vous restez là, ça veut dire que on vous met, ça veut dire qu'on ne va rien faire d'important. En la réalité, ce logiciel doit changer. Autant Blaise Moussa n'a pas sa place, autant ils n'a pas sa place. Là-bas, ils doivent quitter, ils doivent partir. Ces personnes vont venir impulser une dynamique qui vise à améliorer les conditions de vie des Camerounais en termes de distribution d'accès à l'eau potable. Il faut le dire de manière claire. Ne pas le dire, c'est ne pas être sérieux. Le premier levier, c'est d'enlever Blaise Moussa et enlever Gaston Djomba. Premier levier. Mettre des Camerounais qui vont venir travailler pour les Camerounais de manière à ce que cette denrée primaire, hautement nécessaire pour la suivi, soit au moins disponible. Est-ce qu'on va vous rappeler qu'au Grand Nord, aujourd'hui, il y a encore des villages où les gens boivent de l'eau avec les animaux? Les Blaise Moussa est responsable. Il n'y a pas l'eau là-bas, il faut le dire. Donc, on va pouvoir amener l'eau. On peut également faire le bassin de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à Damawa. Tout à fait. Mais comment de ce côté, on peut encore boire l'eau avec les animaux alors que la SNEC existe? On a mis un jeune à la tête de la SNEC. Ça pose un véritable problème. La Kamwata. On aura plus des vieux, on dit les anciens logiciels. Mais pourquoi on a encore ce niveau-là? C'est Blaise Moussa le responsable, il faut le dire. Il manque l'eau au Cameroun. C'est Blaise Moussa le responsable de la distribution de l'eau. Il n'a pas donné l'eau là-bas. Il doit partir. Il était incapable de donner l'eau. Ça veut dire que la confiance à lui donner par le président de la République, il n'a pas mérité que le président l'enlève et mette un Camerounais qui pourra porter cette confiance pour que les Camerounais aient accès à l'eau, qu'on arrête de boire l'eau avec les chèvres, les bœufs, les moutons au Grand Nord, que Mendon ait l'eau. Parce que vous passez à Mendon, les odeurs vont vous tuer partout. Imaginez-vous une cité sans eau et les sanitaires. Voilà la réalité des Camerounais aujourd'hui. Bertrand Bika, merci. Merci. Merci pour cette analyse. Rapidement, on va prendre, sauf si Julio, légère digression, commentaire. Bertrand Bika a dit l'essentiel. Hein. D'accord. Pour une fois, je partage entièrement ce qu'il a dit. En prenant une publicité, je veux dire une transition, on se retrouve pour cette fois-ci aller du côté du Mali où les faits sont assez parlants.
En route pour le Mali, Gilbert Saint-Jean. Romaric Nofeu, ce matin, nous nous intéressons au Mali pour un cas particulier. Il s'agit de 2 généraux, du moins. On sait qu'en août dernier, plusieurs militaires avaient été arrêtés au Mali pour tentative de déstabilisation et atteinte à la sûreté de l'État. Mais de ces militaires-là, 2 noms nous intéressent, 2 profils, 2 raisons. Il s'agit du général Dembélé et du général Sagara, 2 hommes extrêmement proches autrefois d'Assimi Goïta, qui finalement se retrouvent aujourd'hui formellement inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Que vise cette inculpation-là? Est-ce qu'ils ont senti justement les troubles qui se passent aujourd'hui au Mali, ces troubles qui sont liés au djihad, aux djihadistes, qui ne cessent de s'aimer le tout dans cette partie du pays-là? Est-ce qu'ils avaient une vision contraire à celle prônée par les autorités militaires? Est-ce qu'ils sont plus poussés par le désir de ne pas rompre brutalement les liens avec les anciens partenaires coloniaux, si vous voulez, ou non? C'est les questions qu'on se pose ce matin. Pourquoi eux, en particulier, pourraient-ils tenter de déstabiliser le pouvoir de Bamako? Des questions qu'on se pose ce matin, et certainement auxquelles on est en train de donner quelques éléments de réponse. Maître Ambika? Non, le problème du Mali, c'est un problème spécifique. Assimi Goïta arrive aux affaires avec un coup d'État. Il passe le pays à quelqu'un d'autre à gérer. Il revient aux affaires après, tout de ce côté. Il faut dire que le Mali a cette particularité, c'est que le Mali traverse des moments très difficiles du point de vue économique. Oui, tout à fait. Contrairement aux autres États comme le Burkina, et le Mali souffre ce dernier en enclavement véritablement profond. Le Mali s'est aussi positionné à l'époque comme la locomotive en termes de vouloir s'affranchir de la communauté internationale. C'est le Mali qui s'est positionné. Et Assimi Goïta a toujours un courant très dur. Le Mali a toujours été l'objet de beaucoup de convoitises et depuis toujours, vous vous rendez bien compte que les sanctions qu'on voulait donner au Mali, d'autres pays n'avaient toujours pas ça dès le départ. C'est parce que le Mali a toujours voulu servir de base arrière. On a voulu donner d'exemples à ce pays. C'est que ce pays serve d'exemple. Donc le Mali, c'est le pays qui, jusqu'à aujourd'hui, le Macabo, comme on dit au quartier, est resté entre la gorge de ces pays développés. Et ce qu'il faut dire que c'est quand même le Mali qui a eu la plus grande base arrière française. Et la force Barkhane, je crois, qui est arrivée depuis 87, 92 au Cameroun. Non, 2012, dans cette région, qui est équivalent du Mali jusqu'au Tchad. Mais la véritable base était au Mali. C'est 2012 qui sont arrivés, en 2012, la force Barkhane. D'accord. Voilà. Je vous le concerte. Je crois que je peux me tromper que sur les chiffres. Donc c'est la véritable base arrière. Lorsque les Maliens chassent les Français qui viennent se retrouver complètement au Tchad, c'est là où la France perd véritablement l'hégémonie sur le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Alors, ne faisons pas surpris que, à force de vouloir déstabiliser le Mali, par exemple, depuis ils n'ont pas pu, dernièrement, vous avez constaté la résurgence des terroristes de ce côté, qui ont commencé à stopper les camions. Bamako suffoque déjà. Il y a des denrées qui n'ont plus Bamako et la même manière n'arrive plus à faire véritablement face à ces contraintes. Je ne suis pas surpris qu'il y aurait certainement des collaborateurs d'Assimi Goïta qui aujourd'hui face à cette la vie dure aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans un pays véritablement dur, ont l'impression aujourd'hui qu'il faut peut-être passer sur un autre paradigme, une autre prise. Et qu'aujourd'hui, ils aient peut-être été approchés par des puissances qui veulent déstabiliser. Question de leur retourner contre Goïta, de manière à enlever Goïta et essayer d'assainir dorénavant le climat qui existe au Mali. Sauf qu'il faudrait quand même dire que qui veut manger l'omelette casse d'abord les œufs. Tu ne peux pas casser l'œuf, si tu ne peux pas manger l'œuf, tu ne casses pas d'œuf. Goïta est dans un cursus de rupture totale, d'indépendance totale du Mali vis-à-vis des puissances occidentales. Ça va être dur au départ comme c'est dur aujourd'hui, mais s'ils continuent à tenir bon, au moment, au bout du tunnel, forcément, ils vont trouver la lumière, ils vont trouver un équilibre certain. Moi, ce qui me dérange de plus, c'est que
ce qui me gêne de plus, c'est que depuis que les terroristes ont encore fait une incursion au Mali, l'AES n'agit pas. Ils avaient bien dit qu'ils vont faire une coalition de forces militaires. Moi, je pensais que le Burkina, le Niger, serait venu en appui à la même malienne pour essayer de contrecarrer ces djihadistes qui, aujourd'hui, comme la terreur du côté du Mali, empêche que les vivres et l'essence arrivent à Bamako. Le véritable problème, c'est que Bamako suffoque. Ça fait que le pouvoir de Grenoble commence à être un peu déstabilisé. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est clair que si les gens commencent à avoir faim le soir, pas d'essence, tout le monde va là-bas, tout ça, ça peut donner un problème. L'AES donc sert à quoi? Vous avez dit que vous mutualisez les forces économiques. Ça sert à quoi? Pourquoi ne pas les forces du Burkina Faso, du Mali, du Niger, dans les territoires maliens, question d'aliéner complètement cette menace? C'est là où le problème, c'est vraiment il faut se poser. Et vous faites d'ailleurs bien d'ouvrir le débat dans ce sens. C'est une question assez pertinente. Peut-être aussi, Julio Arcel va apporter quelques éléments de réponse, mais pas pour aujourd'hui, Julio Arcel. Nous sommes à la fin de cette émission. Il faut être très respectueux du temps. Il est 11h50. On va donc conclure à vous disant merci d'avoir été sur le plateau, Julio Arcel. Merci. Bertrand Beka, merci. Merci également à toute la régie derrière Steve Césaire Ngoulou, Nicolas Abessolo, la vitrée pour la retransmission en direct de cette émission. Moïse Moses a assuré la qualité sonore et l'éclairage de ce studio. Merci à la direction générale animée par Inès Njok, la coordinatrice justement du programme, Reine Christelle Tidniem. On vous dit au revoir. Merci aussi au superviseur général, l'honorable François Biba. Le rendez-vous, c'est vous demain lorsqu'il sera exactement 10h. Je vous laisse en compagnie des beaux programmes que vous offre la direction de programme d'Horizon 3 Télévision.